Et bonsoir, Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs avec Éloi Rollange. Bonsoir Éloi. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous, amis internautes. Donc on a de la chance, décidément, dans le monde des échecs, c'est tout le temps, il y a tout le temps quelque chose à raconter. Et encore cette semaine, beaucoup de choses. On en verra dans les news, le classement international est sorti, etc. Mais surtout, donc, quelque chose qui nous intéresse, nous Français, a priori plus que le reste, un match spécial entre Étienne Bacrot et Zoltán Almazi. Oui, alors superbe match joué à Szeged en Hongrie, ça sera le sujet de l'événement de la semaine. Nous rappelons quand même l'émission en 3 parties. La première partie, ça sera l'événement, donc on commentera ce match Bacrot-Almazi. Deuxième morceau, c'est la partie commentée, donc ça sera la partie Almazi-Bacrot, sans surprise. Et troisième et dernière partie d'émission, c'est les news, l'actualité de la semaine, donc vue et revue rapidement, un petit quart d'heure. Alors tout de suite, on passe à l'événement de la semaine. Voilà, l'événement de la semaine, donc ce match Bacrot-Almazi en Hongrie qui s'est joué dans la ville de Szeged. Tu connais bien cette ville, tu m'as dit que tu y étais allé déjà. Alors effectivement, je ne suis pas allé à Szeged, malheureusement. Je suis allé en Hongrie, à Budapest avec toi, pour le match le match Judith Polgar contre... Non, Sterleko contre Alexander Khalifman, oui. Donc à Budapest, dans les archives de Diagonale. Malheureusement, Szeged, je ne connais pas. Cependant, il y a eu un championnat du monde jeune où Laurent Fraissinet avait participé. Donc c'est une ville qui a une tradition échiquienne certaine, avec l'organisation de beaucoup de tournois à son actif. Alors ce Almazi, c'est pas n'importe qui, je crois que c'est le 3e joueur hongrois et qu'il a même été premier à un moment donné, c'était le premier joueur hongrois. Oui, alors effectivement, c'est un très très fort joueur. Junior, il était extrêmement prometteur. Maintenant, il l'est moins puisqu'il est plus vieux, mais il est très très fort puisqu'il a 2660 au classement Elo. On y reviendra tout à l'heure. Oui, est-ce qu'il le met dans les 20 ou 30 premiers mondiaux? Ça le met dans les 30 meilleurs mondiaux. Donc c'est un très bon joueur. Et Étienne Bacrot, c'est notre Français national. Qui donc a 17 ans maintenant, qui revient de Sarajevo, qui revient de nombreuses expériences assez difficiles. Il a joué un match contre Karpov, il a joué Sarajevo. Et là, il joue un match contre Zoltán Almazi. Alors Étienne Bacrot a toute une tradition de match, peut-être qu'on peut revenir là-dessus. Il joue donc, on avait filmé son match contre Alexander Balievski, qui a eu lieu en septembre-octobre, enfin, je ne sais plus exactement la date. Mais tous les ans, donc, il fait un match dans sa ville où il avait appris à jouer aux échecs, là, oui, Albert. Alors, il a joué à Albert beaucoup de matchs. Il avait joué contre donc, le jeune Levon Aronian, l'Arménien. Il a joué aussi contre Korchnoi, il me semble. Korchnoi, contre Smyslov. Et enfin, donc, ce match contre Almazi. Je pense qu'on a encore oublié le match contre Hübner qui était à Albert et Berlin. Oui. Donc c'était un match double. Mais normalement, Étienne Bacrot joue plutôt chez lui. Et là, c'était un match en extérieur, puisqu'il jouait sur le territoire de son adversaire, c'est-à-dire en Hongrie. C'est important ce match pour sa carrière parce que on a vu qu'il était encore un peu jeune par rapport au top, c'est-à-dire au top 10 mondial, puisque le tournoi Sarajevo, mais il termine dernier. Il s'est quand même battu, mais malheureusement, il a clairement pas le niveau, je crois qu'on peut le dire, pour l'instant. Mais oui. Il progresse, puisque au dernier classement Elo, par contre, il a gagné beaucoup de points. Il se retrouve maintenant, ça y est, 66e mondial, je crois. Donc ça y est, il est vraiment rentré dans les 100 meilleurs mondiaux, donc il est sur la bonne pente. Bon, il est vrai que jouer contre Kasparov, Kramnik, Anand et tout le paquet, c'est très très délicat. Sa première immersion dans le grand bain a été un peu dure, il a perdu pied, on peut dire. Maintenant, Étienne progresse, joue de mieux en mieux, prend de l'expérience. Et ici, il joue contre un joueur à peu près, qui a été très bien calibré en tout cas, puisque c'est le 30e mondial. C'est entre lui et Kasparov, s'il est 60e. Donc c'est un joueur plus fort que lui, mais qu'il peut battre. C'est-à-dire qu'il peut raisonnablement espérer battre. On n'a pas mentionné la formule du match, on va le faire tout de suite. C'est un match en partie longue, de 6 parties. Oui, tout à fait. C'est une formule classique, puisque c'était la même formule Peter Leko contre Khalifman. Et je crois que 6 parties, c'est un match, c'est le nombre de parties. Même Katchev, qui a fait des matchs à Cannes cette année, a souvent fait des matchs en 6 parties. C'est la durée logique. Oui, alors c'est des matchs exhibition. Quand c'était les matchs des candidats, c'était plutôt 8 parties, voire 12 parties, voire 16 parties. Là, comme c'est des matchs exhibition, effectivement, on ne fait pas patienter trop longtemps le public pour avoir le score final. Donc le vainqueur du match est celui qui fait plus de 3,5 points, enfin 3,5 points au plus. Et en cas de 3 partout, il y a donc match nul. Voilà. Alors, par contre, ce qui compte, c'est que toutes les parties comptent. Toutes les parties, donc même si on a gagné le match, on continue à jouer. Et donc le résultat final importe au niveau des points Elo, quel que soit le résultat. Oui, effectivement. Alors peut-être qu'on va détailler maintenant les parties de ce match, puisqu'il y en a eu 6, on les connaît, le match est terminé. Donc première partie, Étienne Bacrot a les blancs. Il a gagné le tirage au sort, ou alors je ne sais pas, il a eu les blancs à la première partie. Et donc, il n'a pas été très très convaincant lors de cette première partie, puisque c'était une défense slave où avec les blancs, il n'a absolument rien fait. Et ils ont fait une répétition de coups très rapide, c'est-à-dire à peu près vers le 19e coup. Donc pas très engageant ce début de match. Deuxième partie, il a les noirs.
Et c'est la torture espagnole qui commence, puisque Étienne a récemment abandonné la défense sicilienne pour jouer un début plus solide, pour jouer le coup E4-5, ce qui est donc plus classique, normalement plus solide, plus résistant. À la Karpov un peu. Voilà, à la Karpov. Étienne est en train de se mettre dans ces longs matchs Kasparov-Karpov, c'est-à-dire des gambits dames, des espagnols, toutes ces ouvertures qui sont très longues et réputées très solides. Mais par contre, très difficile à tenir sur. Enfin, c'est des longues parties, quoi. Ça donne toujours des très longues parties. Oui, d'où la torture espagnole qui dure très très longtemps, beaucoup de coups. Et en tout cas, quand on n'est pas expérimenté dans l'ouverture espagnole, c'est très très difficile à tenir. Et là, première partie contre Zoltan Almazy, Étienne fait une faute grave dans l'ouverture et se retrouve donc complètement vissé. Donc, alors par contre, à la troisième, donc, il joue avec les blancs et là, il joue un gambit Evans refusé par son adversaire. C'est-à-dire, on joue E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Fou C4, Fou C5, et là on joue le coup B4, que le gambit Evans, qui n'est pas une ouverture si mauvaise que ça, parce que même Fischer l'avait joué, on le retrouve dans son livre, mes 60 meilleures parties. Et là, Almazy choisit de ne pas prendre le pion, mais de jouer plutôt un coup comme Fou B6, avec donc un gambit Evans refusé. Alors il me semble que la partie de Fischer, c'était une partie simultanée, je crois, oui, c'était une partie à vérifier. amicale. C'était une partie amicale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kasparov a battu Anand en jouant le gambit Evans, il n'y a pas si longtemps, il doit y avoir 4 ou 5 ans. Il l'a proprement massacré avec cette ouverture, le fameux sacrifice de pion B2-B4, que Anand avait accepté et s'en était finalement mordu les doigts. Ici, donc, gambit Evans refusé, et ensuite, Almazy fait montre d'une parfaite compréhension de la position. Étienne a trop avancé ses pions sur l'aile gauche de l'échiquier, l'aile dame, et finalement a fini par se faire mater très violemment. Donc match très très mal engagé à mi-match, puisque Étienne est mené 2,5, 1,5, c'est-à-dire qu'il est dos au mur, une défaite, et c'est la fin du match. Oui. Donc ça, c'était très très délicat. Quatrième partie, c'est Zoltan Almazy qui a les blancs. Nouvelle espagnole, Étienne améliore, mais n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. Donc nul très logique. Et donc ici, 3-1, Étienne est obligé de gagner les 2 dernières s'il veut s'en sortir, c'est-à-dire s'il veut égaliser le match. S'il veut égaliser, oui, tout à fait. Et là, cinquième partie, très, très beau sursaut, quoi, en fait. Cinquième partie, Zoltan Almazy se fourvoie dans son choix d'ouverture, puisqu'il ne joue plus E4-5, il décide de s'enflammer, il joue une sicilienne très très surprenante, une sicilienne non classique, une sicilienne bizarre, et finalement se fait complètement technifier par Étienne, c'est-à-dire une très très belle partie, une très belle finale technique, un peu à l'image de Étienne Bacrot qui a perdu contre Kasparov. Oui, c'est ça, la partie ressemble beaucoup. Enfin, à l'inverse, c'est-à-dire qu'il s'est fait dominer par Kasparov comme ça avec un jeu de va-et-vient, on y reviendra dans la partie. Et là, cette fois, c'est lui qui a les blancs et c'est lui qui impose un va-et-vient à l'adversaire. Voilà, c'est lui qui a pris l'initiative de faire revers coup droit, et c'est Zoltan Almazy qui court d'un bout à l'autre de l'échiquier, mais qui n'arrive finalement plus à rattraper la balle suite à une accélération d'Étienne. Donc, cinquième partie, Étienne l'emporte. Ça sera la partie qu'on commentera tout à l'heure. Finalement, dernière partie, là, les noirs, il est obligé de gagner. Mais Zoltan Almazy avec les blancs est vraiment trop solide. Il ne passe pas. Nul dans cette dernière partie. Mais finalement, un bon résultat, finalement. C'est pas 2,5, c'est une défaite quand même. Oui, c'est une défaite, mais c'est un joueur qui est plus fort que lui, a priori sur le classement. Donc, enfin, il n'est pas en dessous de son niveau, quoi. Il perd légèrement des points Elo, mais ce n'est pas grave. Effectivement, vu le début du match, en tout cas, Étienne doit être satisfait de cette deuxième partie de match, puisqu'il marque 2 points sur 3. Et 3,5, 2,5, ce n'est pas déshonorant. C'est un bon retour après la catastrophe de Sarajevo. Voilà, donc en tout cas, c'est un bon entraînement. C'est important de faire des matchs, puisqu'on sait qu'à terme, c'est les matchs qui vont décider de l'avenir du joueur, quoi. Oui, alors ça c'est une question de point de vue, puisqu'on va faire une très légère parenthèse donc, dans cet événement de la semaine. Rappelons le championnat du monde de Kasparov qui est fait avec des matchs, le championnat du monde FIDE qui est un système coupe à élimination directe en mini-match de 2 parties. Donc en tout cas, les vrais championnats du monde, c'est-à-dire qui ont donné lieu aux vrais champions du monde, c'était des matchs très longs, des matchs de 24 parties, voire même plus. Khalifman, champion du monde, c'était sur des mini-matchs de 2 parties. Donc effectivement, le système de match, en général, a tendance à donner le meilleur joueur du monde. En tout cas, plus crédible. Et plus crédible. Et puis en tout cas, ça améliore de façon bien plus importante le niveau de chacun des joueurs. Voilà, donc je crois qu'on va passer maintenant à notre analyse de la semaine avec cette partie donc, finalement d'Étienne Bacrot qui revient très bien dans le match. Dans la 5e partie, il est obligé de gagner pour essayer d'égaliser. Donc il a les blancs, il joue contre Zoltan Almazy, la partie de la semaine. Voilà, donc cette partie avec donc Étienne Bacrot qui a les blancs contre Zoltan Almazy qui a les noirs. Si on peut nous mettre en incrustation en bas à droite de l'échiquier, on va tout de suite commencer cette partie.
Alors, partie donc Étienne Bacrot avec les Blancs. 5e partie du match. Étienne doit l'emporter pour espérer quelque chose. Récemment, il s'est mis à jouer le coup E2, E4, à la place de D4 qu'il a pratiqué toute sa jeunesse, entre guillemets, puisqu'il est encore très jeune. Et ici, dans cette partie, il choisit de jouer E4 contre Almazy, alors que Almazy, normalement, joue E5. Donc ici, Étienne s'était probablement préparé à affronter E4-5. Il avait déjà essayé le Gambit Events dans la 3e. Il avait probablement préparé quelque chose, mais Almazy est le premier à créer la surprise, puisqu'il joue le coup C7-C5, c'est-à-dire une défense sicilienne, ce qui n'était pas attendu de la part d'Étienne. En tout cas, qu'on connaît bien et que Étienne connaît bien, évidemment, puisque c'est quand même l'ouverture la plus pratiquée au haut niveau actuellement. Oui, c'est E4-5, E4-C5 sont les deux ouvertures les plus jouées. Et Étienne ne se démonte pas, joue le système avec cavalier F3, c'est-à-dire la sicilienne ouverte. Donc ici, effectivement, préparant le coup D2, D4, pour instaurer ce fameux duo de pions central, très cher aux ouvertures d'échecs. Cavalier C6, troisième coup, D2, D4, pion prend D4, cavalier prend D4. On est vraiment dans une position de sicilienne ouverte. Les Noirs ont repris un petit avantage de développement, puisque c'est à eux de jouer et les joueurs ont sorti une pièce chacun, les deux pièces mineures. Donc petit avantage de développement pour les Noirs, mais bon, pour l'instant, on est vraiment dans l'ouverture. On connaît très bien ces positions-là, il y en a beaucoup dans les différentes diagonales. Zoltan Almazy joue le coup Dame C7, coup qu'on n'a encore jamais vu dans diagonale, par contre qui est quand même connu. Oui, c'est un coup curieux, enfin disons qu'on s'attend plutôt à un coup de cavalier, l'autre cavalier, ou un coup de pion. Et là, bon, un coup Dame C7, finalement. Bon, mais de toute façon, c'est une case naturelle pour la dame dans la sicilienne, souvent. Hein. Alors, ce n'est pas vraiment une case naturelle. L'idée de mettre la dame en C7 est toujours de contrôler la case E5. Pourquoi est-ce qu'on met toujours cette dame en C7 ? Là, c'est un peu pour les connaisseurs de sicilienne, puisque ça va vous sembler obscur si vous n'en avez jamais vu. Mais on met la dame en C7 pour contrôler la case E5, puisque ce n'est pas une case naturelle, puisqu'elle va être l'objet d'une attaque de cavalier, soit en C5, soit en B5. Donc c'est une case où la dame va être amenée à partir, en fait, en toute logique. À moins qu'on joue E6 et A6, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une case assez dangereuse. L'idée est de contrôler justement cette case E5 pour empêcher les Blancs de jouer F4-5 par la suite. Donc en fait, ici, on joue Dame C7 avant même que les Blancs aient joué F4, avant même que les pièces soient sorties. Donc c'est vraiment de la prophylaxie à un niveau extrêmement élevé. Extrêmement élevé. En tout cas, ça ne crée pas de menace directe dans le camp des Blancs, contrairement au coup cavalier F6. Si les Noirs avaient joué cavalier F6, ça aurait attaqué le pion E4. Oui. Et donc ça permet aux Blancs de jouer quelque chose qui s'apparente à ce qu'on appelle l'étau de Maroczy. Oui, alors on va voir ce coup, c'est le cinquième coup C2, C4. Voilà, c'est un coup qui visse bien les cases blanches et notamment la case D5. L'idée étant que les Blancs ont une colonne ouverte sur la colonne D et qui vont faire pression au maximum sur cette case D5 avec des pièces lourdes et maintenant les deux pions qui contrôlent bien la case D5. Par contre, en contrepartie, ils affaiblissent un petit peu leur case noire. Voilà, c'est un affaiblissement des cases noires, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'étau de Maroczy, c'est le duo de pions E4 et C4, très classique, tout ça c'est très classique. Maintenant, ça a un revers de médaille, c'est que les Blancs perdent encore du temps. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ils n'ont sorti qu'une seule pièce, alors que les Noirs en ont sorti deux. Donc ici, les Noirs devraient essayer de faire une réaction très très dynamique, très très concrète et rapide. Sinon, ça va être une position longue et lente. Et là, ce fameux étau de Maroczy menace de se resserrer et finalement, à long terme, de gagner le pion D7. Le pion D7 qui va finir par être la cible des Blancs, puisqu'on va tout masser sur la colonne D, comme tu l'as pointé. Voilà, tout à fait. Ici, les Noirs jouent cavalier F6. Alors évidemment, c'est l'idée très générale, hein, parce qu'après, bon, il faut jouer les coups. Quoi. Comme on dit, il faut jouer la partie. Il faut jouer les coups. Cavalier F6, donc, cavalier C3 est joué. Donc logique, hein, on défend le pion E4 qui était attaqué en sortant une pièce. Mais ici, il y a un problème. Il y a une pointe tactique qui n'a évidemment pas échappé aux Noirs. Il y a le coup cavalier prend pion E4. Coup pas très connu, mais qui existe. Cavalier prend pion E4. Cavalier prend cavalier, très logique. Et maintenant, la dame C7 vient en E5, attaquant le cavalier E4, avec échec, et le cavalier D4. Donc en fait, on fait une fourchette de cavaliers. On récupère le cavalier. On récupère un cavalier, mais ici, il y a un problème. Alors, je ne sais plus, enfin, ou en tout cas, c'est du domaine privé. Il y a une réfutation ici. Je ne vais pas vous la donner puisque c'est secret. Voilà, c'est secret. Non, c'était assez délicat à trouver. Ça m'a pris beaucoup de travail. En tout cas, ici, les blancs sont mieux dans cette position. Je peux vous l'assurer. Maintenant, effectivement, il faut la jouer. Il faut la jouer, c'est une position très compliquée. Ça peut se jouer en partie très rapide. En blitz, on peut jouer cette variante. On peut jouer cette variante, mais c'est très dangereux puisque les Blancs développent une initiative vraiment énorme. Les Noirs essaient tant bien que mal de tenir, mais finalement n'y arrivent pas. Enfin, arrivent dans un premier temps à ne rien perdre, mais l'initiative des Blancs continue en fait au-delà de ce qu'on pourrait attendre. Et donc, ce sacrifice d'option n'en est finalement pas un puisque c'est bon pour les Blancs. Donc, Zoltan Almazy ne prend pas
le pion E4. Ne prend pas ce risque, mais joue plutôt un coup plus tranquille. E6, avec l'idée de sortir leur fou et fuite. L'idée, c'est de mettre le fou probablement sur la case B4, qui cloue le cavalier C3, et qui du coup fait pression sur le pion E4. Et c'est là qu'on voit que les cases noires sont affaiblies, en fait. C'est là qu'on voit que les cases noires sont affaiblies. C'est là aussi qu'on voit que les blancs ont un petit problème de développement, puisqu'ils n'ont pas encore blindé leur centre. On voit que le cavalier D4 est en prise, ce qui empêche de jouer donc fou D3, coup qu'on aurait envie de jouer. Donc il y a quelques problèmes dans la position blanche. Mais en tout cas, si Étienne arrive à tenir ici, eh bien ça sera les tours de Maroxy finalement, puisque les noirs n'ont pour l'instant pas fait preuve d'une agressivité suffisante pour déstabiliser le centre des blancs. E6, fou E2. Fou E2, logique. Très calme, Étienne. Cavalier prend cavalier. Alors cavalier prend cavalier, est-ce que c'est pas une décision un peu prématurée ça? Oui, c'est une décision assez surprenante. L'idée est de mettre le fou en C5, c'est ce qu'on va voir en fait ici. On reviendra peut-être après sur cette position, mais après dame prend D4, on joue maintenant fou C5. Avec gain de temps sur la dame quand même. Gain de temps sur la dame, c'est-à-dire qu'on a développé le fou, on vient de le sortir, et on attaque la dame blanche sur la case D4. Elle va donc être obligée de partir. La dame étant une pièce assez importante, on ne peut pas la laisser en danger. Alors ça gagne un temps de développement, mais on peut se poser la question. Enfin, a priori, le coup le plus souvent joué, c'est plutôt fou B4. Fou B4 au lieu de cavalier prend D4. Au lieu de cavalier prend D4, et qui permet de faire pression sur le pion E4 central et qui obtient des parties intéressantes. Oui, il me semble qu'après fou B4, il y a petit roc avec un sacrifice de pion, oui. Extrêmement dangereux pour les noirs, les statistiques blanches étant clairement en leur faveur. Donc ici, Zoltan Almazy est obligé de trouver quelque chose. En tout cas, il a évidemment préparé cette position, il la connaît, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il a son idée, en tout cas il gagne un temps sur la dame en attendant. Après, dame D3 jouée par Étienne Bacrot, ici, Zoltan Almazy joue petit roc. Donc en fait, il se met dans une logique qui est contraire au sens de la position, on peut dire. Puisque en fait, il est en train de tout faire pour se faire visser. Ouais. Pour se faire visser, puisqu'il ne joue pas assez, il va réussir, ne joue pas assez dynamique. Et il va finir par y arriver. Étienne joue maintenant. Là, Étienne joue très bien. Ici, Étienne joue très très bien. Il a vraiment fait un bon concept. Normalement, on aurait pu s'attendre à petit roc. Mais il préfère, donc Étienne Bacrot, préfère jouer 10 fou G5, menacé, c'est-à-dire il menace maintenant de prendre le cavalier F6 en cassant la structure de pion des noirs. Alors c'est une menace qui ne va pas forcément être effectuée tout de suite, mais c'est dans l'air, c'est dans le vent. Voilà, ça peut survenir à tout moment et il faut que les noirs fassent attention aux conséquences en tout cas. Alors pourquoi c'est bien joué? C'est parce que ça profite du fait que le fou de Zoltan Almazy soit en C5 et pas sur la case naturelle, qui était donc la case E7, hein, cette case-là. Donc ici, fou G5, met de la pression, on n'est pas pressé de roquer, on met simplement de la pression sur ce cavalier F6. Et il y a une pointe au coup d'après, c'est qu'après B6, joué par Zoltan Almazy, qui veut très logiquement mettre son fou sur la grande diagonale, oui. Étienne joue maintenant tour D1, et on peut supposer que sur fou B7, le coup naturel, eh bien, on va le regarder d'ailleurs, oui. Sur fou B7. Sur fou B7, on a l'impression que ça gagne un pion. Voilà, c'est fou prend F6. Fou prend cavalier, on élimine le défenseur. Et une fois que le défenseur est éliminé, hop, le pion D7 n'est plus protégé. Et la dame peut prendre le pion D7. Donc ici, un pion de plus pour Étienne, qui avait donc en fait, en jouant le coup fou G5, anticipé ce qu'allaient faire les noirs, c'est-à-dire B6 fou B7, pour réagir à ça, justement, par le coup tour D1. Après B6, il joue tour D1, évitant fou B7 pour l'instant. Donc ça, c'est une subtilité, mais qui a son importance évidemment, puisque à ce niveau-là, à ce niveau de jeu, on ne peut rien laisser passer. Oui, tout à fait. Toute faute est immédiatement exploitée. Donc là, Zoltan Almazy choisit le coup alternatif, fou A6, alors qui n'a pas l'air d'empêcher la menace de prendre finalement le pion D7. N'a pas l'air d'empêcher la menace, mais quand même, puisque après, donc maintenant, le coup fou prend F6, ça part la menace, on va dire, d'une façon indirecte. Fou prend F6, pion prend F6, très logique. Donc dame prend D7. Donc ça a l'air de gagner le pion. Ça a l'air de gagner le pion. On échange les dames. La tour vient reprendre. Et là, mon analyse était qu'il y avait le coup fou B4. Mais alors, je ne suis pas tout à fait sûr. C'est à vérifier. Mais après fou B4, il semblerait qu'on menace de doubler les pions avec fou prend C3. Et qu'ensuite, on va récupérer le pion C4 simplement en jouant tour F8 en C8. Très simplement. Donc ici, en fait, on exploite le fait que le fou soit en A6 pour aller ramasser le pion en C4. C'est une idée. En tout cas, c'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose. Hein. C'est des très bons joueurs, on peut pas vraiment expliquer. On a l'impression que le fou en B7 aurait permis ça, parce que le fou en A6, on a l'impression que le pion C4 est quand même protégé par le fou E2. Bon. Enfin, c'est vrai que positionnellement, c'est des pions doublés sur une colonne ouverte, donc on peut supposer que c'est des pions faibles. Oui, c'est-à-dire que le fou en B7 est neutralisé par le coup F2, F3, mais c'est ce qui va se passer dans la partie, donc on va voir comment ça se passe.
Après fou A6, donc Étienne décide de ne pas jouer fou point F6 maintenant. Il peut également très bien jouer petit roc dans cette position, c'est un coup possible. Mais il joue plus subtil que ça, il veut vraiment faire quelque chose contre ce pion D7, il veut s'en occuper rapidement. Donc ici, il joue fou G5 en H4. Idée, probablement un retour sur cette case G3, puis un blocage sur la case D6. En fait, Étienne veut bloquer la position noire complètement ici. Il veut étouffer Zoltan Almazy. Ça, c'est une possibilité. Fou H4, en tout cas, c'est un coup intéressant. Petit roc était jouable également. Bon, chacun ses choix. Fou H4. Et là, fou B4. Fou B4 finalement. Contraire aux règles. Oui, il rejoue 2 fois la même pièce. On rejoue 2 fois la même pièce. Bon, par contre, il cloue le cavalier et il menace peut-être fou prend cavalier puisque la dame ne pourrait pas reprendre à cause du pion E4 en prise. Oui. Et on serait obligé de prendre du pion B et, en doublant les pions sur la colonne C, ce qui serait pénible puisqu'on voit que le pion C4 serait perdu quasiment immédiatement derrière. Oui, ici c'est une menace positionnelle. La menace est fou prend cavalier. Effectivement, bon, c'est intolérable de jouer pion prend fou, de reprendre avec le pion à cause de ces pions doublés. Donc il faut trouver une solution. Et maintenant que le fou est parti de la case C5, Étienne fait ce qu'on appelle le mouvement de la pendulette. C'est-à-dire qu'il repart pour mieux revenir. Il joue maintenant fou prend cavalier. Ça y est, il se décide là. Il se décide. Donc pion prend fou, la réponse très logique. Et maintenant il gagne du temps puisqu'il joue le coup A2, A3. Voilà, il ne joue pas, non pas dame prend D7, puisqu'on a vu que dame prend D7 serait sûrement une faute à cause des pions doublés et les noirs font une grosse pression sur les pions C. Oui, ici c'est dame prend D7 en ayant perdu un temps en plus. En plus, on aurait perdu un temps par rapport à la variante de tout à l'heure. Donc il a vu une autre variante qui lui permet de garder la souplesse de sa structure de pion, parce que maintenant le pion E4 n'est plus attaqué, donc le fou est attaqué. S'il prend le cavalier, on peut reprendre de la dame, et on se retrouve avec des fous de même couleur, avec une petite peut-être pression blanche sur le pion D. Oui, et le fou ne peut plus maintenant se stabiliser sur la case C5 puisqu'il y aura du B2, B4 dans l'air. Donc ce fou en B4 a un avenir assez incertain dans cette position. Zoltan Almazy décide donc de jouer fou prend cavalier. C'est quasiment obligé, hein, sinon c'est le pion D7 qui était perdu. Sinon le pion D7 est perdu, oui, tout à fait. Donc c'était en fait complètement forcé. Bon, effectivement, fou prend cavalier, c'est pas un coup qu'on a envie de jouer. Mais ici, ce que Zoltan Almazy a dû se dire dans cette position, bon, effectivement, on est en finale, enfin en tout cas il n'y a plus de pièces mineures, il n'y a plus trop de perspectives d'attaque dans cette position, donc je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas nul très facilement dans cette finale. Il va me suffire de tenir le pion D7, le pion F6, je vais ramener le roi au centre et puis on va faire nul. Mais là, Étienne Baccourt n'est pas d'accord. Donc il prend le fou déjà, menace, dame prend pion F6, hein, déjà tout de suite. Dame prend pion F6, effectivement, même si le pion C4 est en prise en retour, une dame en F6, ça fait très peur, ça fait extrêmement peur, c'est même insupportable. Ouais. Puisque c'est trop proche du roi, donc il ne faut pas tolérer ça. Dame F4. Donc la dame vient en F4, la dame noire, donc là elle protège bien le pion F6. Ça, et contre-attaque sur le pion E4. Contre-attaque le pion E4. Donc il y a un coup à double effet, il ne faut pas laisser passer ça, et là Étienne fait un choix. C'est vrai que dans cette position, il a le choix de défendre son pion E4, il peut jouer F2, F3, mais il ne le fait pas, il préfère dans cette position aller échanger les dames. Il recherche l'échange avec 16, dame G3, échec. Donc dame prend dame est forcé. Et maintenant, on reprend du pion. Et ici, c'est peut-être l'heure d'un petit bilan. Ça, c'est intéressant. Il a finalement pas roqué. Il a décidé de laisser son roi au centre, finalement. Il va laisser son roi au centre, Étienne. Voilà, le roi au centre en finale est mieux placé. Pourquoi ? Parce qu'il est plus près du centre et qu'il n'a plus aucune chance, en principe, en finale, de se faire attaquer, de se faire mater, puisqu'il n'y a plus les dames. Donc ça, c'est important. Autre élément, la tour en H1 est très bien placée maintenant, puisqu'elle va attaquer le pion H7, elle va menacer de monter sur les cases. Oui, elle va pouvoir monter sur la case H5 et pouvoir s'activer sur cette 5e traverse. Et les blancs ont toujours une pression maintenant sur le pion D7. Pression sur le pion D7 également, c'est vrai. Là, attention, la menace des blancs, c'est tout simplement tour prend pion D7. Tour prend pion D7 est une menace sérieuse. Donc ici, il ne faut pas tolérer ça. Bon, maintenant, ce qu'on peut voir, c'est... Il faut toujours se demander quel est le bon fou, quel est le mauvais fou. Alors Stéphane, normalement, qu'est-ce qu'on dit sur les bons fous et les mauvais fous ? Moi j'ai l'impression que le fou blanc n'est pas bon, parce qu'il tape sur ses propres pions. Voilà, on a l'impression que le fou blanc n'est pas bon. Et en fait, c'est faux. En fait, c'est le fou noir qui n'est pas bien. Ça c'est curieux. Ça, c'est intéressant. Alors, effectivement, le fou blanc est sur la même couleur que ses pions. On a l'impression qu'il ne tape pas sur les pions adverses, mais sur les siens. Donc il est un peu bouché par ses propres pions. Voilà, il est bouché. Alors que le fou adverse a l'air de pouvoir créer des menaces sur les pions blancs. Tout à fait. Mais en fait, ces menaces sont totalement fictives, puisqu'elles sont parées très simplement. Alors là, on va enlever quelques flèches parce qu'il commence à y en avoir trop. Donc enlevons tout ça. Hop. Tranquillement. Tout ça est amené à disparaître. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ce fou A6 ? Voilà la question. Pourquoi est-ce qu'il serait pas bon ? Eh bien simplement, parce qu'en A6, déjà, il est devant un pion.
Il est devant le pion A7 qui ne peut pas avancer. Voilà, ça, il est mal placé. Mais Donc, ils peuvent toujours le recycler sur B7, on par va exemple. le remettre en B7. Ouais. Mais là, Étienne Bacrot se compte en train de jouer F2, F3. Donc en fait, le fou B7 va être complètement muselé, Mais son propre fou aussi. le fou E2 aussi. Mais là, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le fou qu'on attaque ou qu'on n'attaque pas. C'est-à-dire que le fou en B7 n'est pas défendu. Il est en l'air, il est en prise. Si une tour arrive, elle attaque le fou. Alors que le fou blanc, lui, est défendu par son roi, donc pas de problème. Le roi peut monter sur les cases noires. Ça, c'est très très important en finale de fou. C'est que le roi, en montant à côté de ses pions, Peut contrôler les cases opposées à celles de son fou. il peut contrôler les cases opposées à celles de son fou, et en plus, il n'est pas sur la couleur du fou ennemi. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'ici, après F3, on va mettre le roi en E3. Effectivement, le fou E2 est pas très bon, mais l'autre fou est en prise. Donc l'autre fou est encore plus mauvais. C'est ça qu'il faut voir. Donc ici, Étienne, 1 a une meilleure structure, puisqu'il suffit de compter les groupes de pions. Oui. 2 groupes pour les blancs. Deux groupes, ouais, les pions A3, B2 et C4 qui peuvent tous s'auto-protéger. Oui. Les pions E4, F2, G2 et G3 qui peuvent tous s'auto-protéger contre 3 groupes pour les noirs. A7 et B6, suivi ensuite de D7, E6, F6, F7 et H7 tout seul. Ça fait 3 groupes, donc 3 motifs d'attaque. Voilà, donc meilleure structure de pions pour Étienne Bacrot. Des pièces plus dynamiques. Les 2 tours sont déjà sur les bonnes cases. Et 3, un petit avantage, on va dire, philosophique, puisque son fou est un peu mieux que le fou ennemi. Donc ici, 3 avantages pour Étienne, mais maintenant il faut transformer. Oui, mais c'est très dur, hein, parce que là, c'est vraiment un avantage minime. En fait, c'est des avantages qu'on peut citer, mais c'est vrai qu'en réalité, ils sont quand même très très légers. C'est très très léger, d'autant plus que les noirs n'ont pas beaucoup de faiblesses. Le pion D7 va à la longue être défendu très solidement. Donc on se demande comment les blancs vont pouvoir transformer ça. Et là intervient la technique. Tour FD8 joué par Zoltan Almazy. Et Donc Étienne là, protège le pion D7, tout protège simplement. le pion D7. Étienne prend son temps, joue le coup B2, B3. Pour l'instant, il n'y a pas de souci à se faire. Les noirs ne peuvent pas se libérer ni par D7, D5 qui sera en prise, ni par B6, B5 Qui sera en prise aussi. qui serait en prise aussi. Donc pour l'instant, pas de problème, les noirs sont muselés. Tour C8, toujours pas de menace. Tour H5. Voilà. H5, donc Et c'est là qu'on se rappelle de la partie de Kasparov. C'est là que ça partit de la partie Kasparov-Bacrot, hein, où Kasparov avait, donc à Sarajevo, on avait commenté dans des flashs. Kasparov avait un peu pendulé, entre guillemets, Étienne, à droite et à gauche, grâce à ses tours. Un peu de la même façon qu'on le voit là. Alors si vous voulez revoir cette partie, je vous invite à voir le diagonal du 19 mai dans les archives. Vous allez sur ce diagonal du 19 mai, c'est une émission spéciale sur Sarajevo, avec la partie Kasparov-Bacrot très très bien commentée. Et là, vous verrez un peu une autre finale dans ce style-là, très technique, avec les tours qui montent et qui se baladent, les fameuses tours Nuvoloni. Donc tour H5, fou B7. Donc fou B7 attaque le pion E4, donc il faut faire attention évidemment à ce pion. Attaque le pion E4, bon, on pas peut de noter que problème. la tour H5 aussi contrôle bien la case D5, hein, c'est que D5 est de moins en moins possible pour les noirs. Très très important, cette tour contrôle D5 et également B5. Donc en fait, contrôle les leviers de pion des noirs et aussi F5. Et aussi F5. Aussi F5. Tous les leviers de pion noirs sont contrôlés par ce coup tour H5 qui est donc un coup superbe. 20 F3, pas de problème pour Étienne. La prochaine étape, c'est de monter le roi. Ça va être ça, puisqu'on aura du mal à améliorer ce fou en attendant. Donc pour l'instant, les noirs sont toujours sous pression avec le pion D7 arriéré. Alors que le roi noir, lui, ne peut pas venir vers le centre puisqu'il doit protéger le pion H7. Oui. C'est le motif des chaînes de pions. On voit que ce pion tout seul, finalement, il faut qu'une pièce le défende et c'est le roi. Par exemple, ici, on peut prévoir roi F2 comme menace pour les blancs, suivi de tour D en H1, qui gagne le pion H7. Qui gagne le pion H7. Donc les noirs sont vraiment sous pression ici. Roi G7. Donc roi G7 permettra de jouer tour H8 en cas de la manœuvre que tu as citée, si on double les tours sur la colonne H. Permettra donc tour H8. Roi F2. Donc là, on active le roi, c'est logique. En fait, quand il n'y a pas grand-chose à faire, il faut essayer d'améliorer la position de ses pièces avant d'engager une action. Oui, le fameux principe, quand vous ne savez plus quoi faire, cherchez la pièce qui ne travaille pas et améliorez-la tout simplement. Ici, c'est le roi qui travaille le moins. Il faut donc l'améliorer. H6. On peut encore jouer roi E3, mais ici, Étienne joue un coup assez subtil, assez intéressant. Il joue le coup B3, B4. Mais il a retenu la leçon de Kasparov. Il a compris que pour gagner, il fallait avoir 2 motifs d'attaque au moins. Oui. Pour pouvoir balader l'adversaire d'un motif à l'autre. Donc là, il y a un motif d'attaque qui est le pion H6, qui peut être mis sous pression grâce aux 2 tours. Et maintenant, il faut qu'il crée un autre motif d'attaque de l'autre côté. Et pour ça, il a une majorité mobile plus importante que celle des noirs. Oui, on peut aussi dire que le pion D7 peut être faible, mais en fait, c'est des demi-faiblesses, ce pion H6 et ce pion D7. Donc il en faut un petit peu plus.
Et c'est ce qu'il va essayer de faire. En fait, il va essayer d'ouvrir une colonne de l'autre côté de l'échiquier. Ça, c'est très bien joué. C'est comme l'avait joué Kasparov. C'est exactement ça. Donc Étienne il a retenu la leçon, on peut dire. Voilà. D'ailleurs, cette partie était ressentie comme une leçon. Ouais. C'était vraiment la leçon, pas de piano, mais en tout cas la leçon d'aller-retour. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. D6. Alors D6, là, est-ce que ça c'est un coup qui n'a pas l'air de faire grand-chose, hein? Oui, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ouais. Puisque maintenant, en fait, le coup que les Noirs avaient envie de jouer, c'était fou C6. Il n'y avait pas de problème pour défendre le pion D7. Ouais, maintenant, fou C6, ça ne sert plus à rien. B4, B5 qui pousse le fou ailleurs. Quoi. B4, B5 est au programme. Donc D6, A4, Étienne fonce. Ouais, donc il veut vraiment se créer un motif de percussion de l'autre côté. Il veut ouvrir une autre colonne, on peut vraiment le dire. Il veut jouer A5, mettre la pression et au bon moment prendre en B6 et envahir la colonne A. Voilà le plan des Blancs. Fou A6, attaque le pion C4, ouais. Pas de problème. B5. B5, ça y est. Repousse le fou. Repousse le fou, ouais. Le fou part en B7. Maintenant, un petit coup à droite. Tour D-H1. Donc la menace tour prend H6. Il faut absolument protéger le pion H6 une deuxième fois. Voilà, deux tours à l'attaque. Ce qu'on avait pointé tout à l'heure. Attaque le pion. Tour H8 défense. Et maintenant, un gros coup à gauche. Voilà, hop, un coup à gauche. Donc là, c'est vraiment du ping-pong. Hein. Voilà, c'est ça. C'est Boris Becker en pleine action. 26 à 5. La menace, je pense qu'on peut envisager que ce soit le coup A5, A6. Peut-être, oui. Qui mettrait le fou B7 sur la case A8, de laquelle il ne ressortirait jamais. Oui, ça peut être aussi A prend B6 et tour A1, enfin on ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop, mais en tout cas, A6, moi je trouve ça assez séduisant comme perspective. Oui, mais en A8, il ne sera pas moins bien placé qu'en B7, le fou. Ah si, puisqu'il ne pourra plus jamais aller en C8, puisqu'il n'y a pas de case G9, B9, ouais. Donc tout simplement. Donc ici, A5, menace probablement A6 à mon avis. Pion prend A5. Donc c'est pour ça que les Noirs prennent. Mais par contre, ça crée une faiblesse, c'est le pion A7. Voilà, maintenant, alors c'est encore pire, puisque là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les Blancs, alors il y a quelque chose qui est très très important en finale de pion, c'est le sens de la chaîne de pions. En finale, il faut que les pions aillent vers les ailes. Pourquoi? Parce qu'on les défend depuis le centre. C'est-à-dire que le roi les défend depuis le centre et les pions sont dangereux jusque dans les coins. Et ça, c'est très très important. Ici, les Blancs ont appliqué ça à merveille. Maintenant, ils jouent tour à 1. On voit que pour défendre le pion B5, en fait, la base, il suffit de défendre le fou E2. Ouais. Donc défendre le fou E2 à la base, c'est très simple. On le défend avec le roi. Donc toutes les pièces blanches se tiennent mutuellement. Alors que les Noirs, bon maintenant, alors ça y est, un pion faible en A5, un pion faible en A7. Alors est-ce que les Noirs ne pourraient pas jouer le coup peut-être A7, A6 pour se débarrasser de cette faiblesse-là? Oui, ils peuvent jouer A7, A6, mais bon, il y a simplement tour prend A5. Et après pion prend B5, C prend B5, les Blancs auraient un pion passé. C prend B5, un pion passé, et le fou B7 qui n'est toujours pas stable. Ouais. Ce qu'on a mentionné au début, c'est-à-dire que quand la colonne va s'ouvrir, le fait que ce fou B7, là, le fou noir, ne puisse pas être défendu par des pions, ou par son roi, c'est très très grave, puisque quand on l'attaque, il ne sait plus où aller. Donc ici, gros problème pour les Noirs, panique de Zoltan Almazy, il ne sait plus quoi faire, il est en train de remarquer que sa position part en vrille. Panique du Hongrois. Voilà. Donc là, il décide, boum, de taper au centre. Il lâche l'affaire, ouais. En fait, il lâche un peu l'affaire. Il joue le coup D6, D5, qui n'est quand même pas un coup qu'on a vraiment envie de jouer, puisqu'il semblerait que ça perde un pion. Ouais, enfin, alors, effectivement, peut-être c'est un... On voit vite aussi que si les Blancs prennent en D5 deux fois, les Noirs vont pouvoir faire pression sur le pion D5. Oui, ils vont probablement le récupérer, après avec des perspectives de faire nul. Donc ici, Étienne Bacrot, maintenant, met son levatou sur le fou B7 pas protégé, puisqu'il va essayer de l'attaquer pour le déstabiliser bien. Donc il ne se préoccupe pas de ce pion D5, puisque s'il le prend, ça va être repris par le fou noir, et ça, on n'a pas envie. On n'a pas envie que ce fou arrive à respirer, c'est ça tout l'enjeu de cette partie. Donc tour prend A5, extrêmement logique, menace, tour prend A7, attaque le fou B7. Ouais. Donc menace quand même assez importante, assez critique. Tour A5, et ici, je crois qu'il n'y a plus vraiment de solution. Plus vraiment de solution pour les Noirs. Si on prend en E4... Il faudrait jouer tour A8. Mais là, le pion D5 serait perdu. Oui. Parce que si les tours noirs deviennent passives, c'est terminé. Ils ne pourront plus réattaquer sur D5. Donc il faut trouver une autre solution. Le pion A7 est en prise, donc il faut qu'ils continuent leur contre-attaque finalement. Ils n'ont pas vraiment le choix. Là, on voit les tours d'Étienne superbes. Une en A5, une en H5. Vraiment un peu comme Kasparov qui avait mis des tours en G5 et A5. Oui, tout à fait. C'est vraiment, il y a une similitude entre ces deux parties qui fait donc que la participation d'Étienne à Sarajevo n'est pas un échec total. Oui, ça lui aura permis de gagner cette partie. Ça lui aura probablement permis de gagner cette partie. D prend C4. Alors là, attention, parce qu'on a l'impression, alors tout de suite, Étienne a calculé tout ça évidemment, mais là, donc, Étienne a bien réussi à mettre la pression sur le camp adverse, du côté droit et du côté gauche.
Mais par contre, les noirs maintenant ont ce qu'on appelle un pion passé. Tout de suite, un pion qui peut la dame. Ce pion C4 qui peut s'avérer dangereux. Oui, qui s'avère déjà extrêmement dangereux, puisqu'il a 3 cases de promotion, soutenu par une tour, très important aussi. La tour est derrière. Donc ici, le pion vraiment fait office d'épouvantail. Bah, il fait peur, oui. Il fait très peur. Mais Étienne a tout vu et ne panique donc pas. Joue le coup tour prend A7. Donc attaque le fou. Attaque le fou B7, tout à fait. Le fou, alors évidemment, n'a pas envie de partir sur la case A8, qui est une case catastrophique, puisque après, on peut envisager énormément de possibilités pour Étienne. Bon, notamment ramener cette tour quand même, cette tour H5 en H1 puis en C1. Pour bloquer le pion. Et puis finalement jouer, essayer de ramasser le pion. B6, B7, hein, peut-être. Donc ici, problème pour Almazy, il joue C3, c'est ce qu'on peut appeler un coup intermédiaire. Puisqu'on s'aperçoit rapidement que si tour prend fou, on peut le voir tout de suite. On va le montrer. Si tour prend fou, tout simplement, les noirs jouent C2 et le pion ne peut plus être arrêté. Il faut jouer tour H1, il faut donner une tour. Il faut donner une tour pour arrêter le pion, c'est-à-dire se retrouver avec une qualité de moins qui sera peut-être défendable, mais effectivement, c'est pas une option. C'est pas une option dans cette position. Donc Étienne, très logiquement, dans cette position, après C3, donc qui va passer pour un coup intermédiaire, joue tour H1. Voilà, il ne se prend surtout pas le fou, évidemment, ça serait une grosse faute. Mais il protège bien la case C1. En cas de C2, maintenant, il joue tour C1, il bloque le pion. Tour C, voilà. Et comme a dit Nimzowitsch, une fois qu'on a bloqué l'ennemi, il faut l'attaquer. Ouais. Donc en fait, dans un premier temps, il va essayer de bloquer le pion et ensuite le ramasser, puisque on voit que les pièces noires sont complètement impuissantes à aider le pion. Le fou B7 est muselé, complètement. Le roi est hors jeu. Donc ici, le roi blanc est près du pion, le fou blanc aussi. Donc pas de problème, ce pion C3 va passer à la casserole. Tour H1, tour C7. Donc tour C7 protège le fou B7 et en même temps continue à protéger le pion C3. Par contre, il y a une petite surcharge, il faut contrôler les deux. Il y a une surcharge, il y a effectivement une surcharge. Et là, Étienne prend son temps. Là, c'est un joli coup, c'est un joli coup. Normalement, ici, un joueur débutant a tendance à tout de suite vouloir attaquer le pion, tout de suite vouloir aller le prendre au plus vite. Étienne, très tranquillement, joue roi en E3, facile. Il met le roi dans le carré du pion. Bon, c'est pas forcément important puisqu'on n'est pas en finale de pion, il y a d'autres pièces qui peuvent l'arrêter. Mais il se rapproche du pion pour finalement aller le manger tout cru. Ouais. C2, tour C1. C2, tour C1, donc là on bloque le pion. Donc là on menace probablement roi D2, hein, qui continuant à attaquer le pion, il ne serait pas tellement défendable, ça serait difficile. Après, voilà. Roi D2 et fou D3, le pion serait perdu. Tout à fait, donc menace roi D2 qui gagne le pion. Tour D8 pour empêcher roi D2. Ouais. Roi F2. Donc là, Étienne n'est pas pressé. Bon, finalement, mais il a perdu un temps. Alors. Il a perdu un temps, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est grave d'avoir perdu un temps dans cette position? Ça paraît, c'est toujours embêtant quand même de perdre un temps. C'est embêtant, oui, c'est effectivement, c'est embêtant. Bon, bah peut-être. Peut-être qu'il aurait dû jouer tour C1 tout de suite, peut-être. Peut-être que tour C1 aurait été mieux que roi E3. En tout cas, oui, d'ailleurs. C'est vrai que vu comme ça, vu d'une façon historique, c'est-à-dire qu'on joue roi E3 et 2 coups après on joue roi F2, ça n'a pas l'air bon. Bon, maintenant, les noirs pourraient revenir en jouant tour H8 et dire si tu veux jouer roi E3, je rejoue tour D8. Oui. Et si tu fais roi F2, ça va être nul. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le voir, puisqu'il y a eu des coups intermédiaires entre temps. Il y a eu C2, tour C1 qui ont été joués. C'est-à-dire que s'il n'avait pas joué roi E3, qu'est-ce qui dit que Zoltan Almazy aurait joué C2? Oui, bien sûr. Rien. Donc on ne peut pas savoir, c'est quand même des subtilités. Enfin, on peut les analyser. Oui, mais il a quand même joué C2 avant. Voilà, il a provoqué C2. Tour D2. Donc là, par contre, sur roi E3, tour D8. C'est-à-dire que si le roi revient, bien entendu, la tour blanche revient aussi. La tour noire revient en D8. Voilà, ça c'est clair. Donc ici, Étienne met le roi en E1. Ouais, attaque la tour. La tour revient. Et alors maintenant, c'est la tour, tour D7 qui vient protéger la tour D2. Mais là, il y a probablement une menace, c'est tour prend fou B7. Tour prend fou B7, oui, c'est possible. Enfin, ça ne marche pas quand même. Ouais, voyons la surcharge. Il y aurait un échec sur la case D1 probablement. Non, même pas. Tour prend B7, c'est possible. Non, même pas. Non, ici, il y aurait simplement tour prend fou E2, échec. Voilà. Et on récupérerait, voilà. Tour prend tour. Et après tour prend C2, tour prend B5, c'est une partie nulle. C'est une partie complètement nulle. Une finale de tour 4 contre 4 sur la même aile. Là, on parle des pions. C'est dans l'air. Il fallait faire attention à ça, quoi. Voilà, tout à fait. Donc ici, méfiance. Tour prend B7 est possible, mais n'est pas bon, n'amène à rien. Étienne préfère jouer le coup tour A2. Donc là, pion C2. Oui, on remarque encore que ce fou B7 n'est plus dans le truc. Donc là, c'est exactement ce qu'on disait, c'est que les blancs jouent avec 2 pièces de plus dans cette zone de l'échiquier. Ils ont roi et fou en plus. Donc ils vont finir par ramasser ce pion C2. Et ensuite, ça sera un gain assez simple. Alors là, est-ce que les noirs pourraient pas jouer le coup maintenant Non, ils ne peuvent pas protéger le pion C2, c'est pas possible. Tour C7 n'est pas possible puisque la tour D2 serait en prise. Donc là, ça y est, c'est terminé. C'est terminé, on va perdre le pion C2 en tout cas. Voilà. Maintenant, effectivement, une fois qu'on a perdu ce pion C2, je crois que c'est désespéré.
toujours à cause de ce même problème, le fou B7 qui ne peut pas être soutenu par un pion. Oui, c'est vrai que là on voit qu'il est mauvais parce qu'il fait rien ce fou là. Il fait rien du tout et il bute sur le pion E4, il sert à rien. Alors que le fou E2 protège très bien le pion avancé des blancs, le pion B5, qui est lui-même d'ailleurs un été noir pour le fou adverse, hein, puisqu'il contrôle très bien les cases blanches. Tout à fait, un été noir. Je suis tout à fait d'accord. 35, tour à 2, donc F5. Alors on essaie de faire revivre le fou. On essaie de faire vivre le fou B7. Malheureusement, après le pion E4, c'est le pion F3 qui reste, qui bloque le fou. Oui, tout à fait. Alors évidemment, ici, Étienne ne se laisse pas prendre son pion E4. Prend F5 d'abord, pion prend. Et maintenant, c'est l'heure du ramassage de pions. Tour prend C2. Donc gagne un pion. Gagne un pion. Gagne un pion, et surtout, on a un pion B5 tout seul, passé, maintenant, qui menace d'aller faire dame. Et avec, au final, un gain facile, un gain technique facile. Donc, alors oui, qu'est-ce qui s'est passé ici? Depuis la première position où on a fait un bilan, où les noirs avaient donc plusieurs faiblesses, un fou moins bon et un petit désavantage de développement. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un pion de moins, il n'y a plus le désavantage de développement, mais par contre, le roi blanc est encore meilleur, le fou blanc est encore meilleur, et il y a ce pion passé, c'est-à-dire que là, il y a vraiment tout pour que ce soit un gain blanc facile. Un gain blanc assez facile. Et je pense qu'à partir du moment où il y a eu cette position-là, aucun des deux adversaires n'avait plus de doute. Ils ont continué à jouer par inertie, mais là, on sait très bien que Étienne Bacrot va gagner cette partie. Tour prend C2, tour prend C2, tour D6. Donc pourquoi pas, pour mettre la tour en B6. Enfin, ici, on ne peut plus vraiment proposer d'idée de défense, puisque ça n'a plus aucun sens. C'est gagnant pour les blancs. Tour C3. Ça, c'est un coup pour gagner. Ils veulent atteindre le 40e coup, en fait. Oui, je pense que l'idée est peut-être de jouer tour D3, suivi de roi D2 aussi. Enfin, en tout cas... amener le roi vers le pion. Ici, les coups n'ont plus une grosse importance. On peut franchement dire ça. Fou D5, fou C4, propose l'échange des fous. La finale de tour est gagnante. Oui, alors là, on voit que toutes les transformations mènent à un gain blanc. Alors là, ça reste technique, hein, évidemment, mais à ce niveau-là, avec le pion passé B5, on gagne facilement. On met la tour derrière le pion. La tour noire est obligée de protéger, et c'est le roi qui vient embêter la tour noire après. Oui, alors ça, c'est effectivement, il faut consulter les modules de finale de la leçon, les modules sur les finales de tour qui ne sont pas encore diffusés, mais qui vont l'être. Ici, c'est une finale de tour gagnante, de façon triviale. Quand la tour est derrière le pion, c'est-à-dire quand la tour qui défend le pion est derrière lui, c'est très très facile à gagner. Tour aussi, échec, roi D2, et là, on s'aperçoit que tour aussi, c'était probablement un coup pour pouvoir abandonner de façon décente. Oui. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment abandonner le combat dans cette position, puisque maintenant, les fous sont forcément échangés. Oui, parce que le fou noir, s'il bouge, c'est la tour qui est perdue. Voilà, le fou noir s'est cloué tout seul. Oui. Donc on va échanger les fous ici, c'est une certitude. Et donc la finale de tour est inévitable et le gain blanc est donc forcé. Voilà, l'idée, c'est qu'on met simplement la tour blanche derrière le pion, on menace de pousser ce pion, la tour noire est obligée de venir bloquer, et c'est le roi maintenant qui s'avance, qui attaque la tour, qui est obligé de partir, et on pousse encore ce pion jusqu'à dame, et on échange le pion contre la tour. Selon l'adage de Nimzowitsch, la tour est le plus mauvais des bloqueurs. Voilà, donc la tour ne peut pas vraiment bloquer. Et le roi noir ne pourra pas venir protéger, parce que d'abord il est très loin. Et ensuite, s'il vient, c'est tous les pions noirs qui vont être perdus, parce que la tour blanche va faire une razzia. La tour blanche va faire une razzia, tous ces pions sont très faibles, ils ne peuvent pas se défendre mutuellement. Donc ici, gain d'Étienne Bacrot dans une partie très technique, et donc effectivement, sa partie contre Kasparov ne lui a pas été inutile ici. Voilà, donc il n'aura pas perdu pour rien. Donc, en tout cas, c'est beau de voir qu'il a pris. On a vraiment le sentiment qu'il a pris une leçon de Kasparov et que ça lui a servi dans cette partie. Voilà, c'est exactement ça. C'était un investissement. En fait. C'était un investissement, voilà, exactement. Voilà, cette très belle partie d'Étienne Bacrot, donc qui finalement montre qu'il est un grand champion parce qu'il est mené 2-0, il arrive à remonter dans le score. Même s'il n'arrive pas à égaliser le match, il fait quand même un match tout à fait correct. Et on va passer maintenant, je crois, à notre partie les nouvelles de la semaine, les news. Les news, en fait. Voilà, les news de la semaine. Voilà, les news de la semaine, donc avec d'abord le nouveau classement mondial, hein. C'est toujours pareil, hein, soit en janvier, soit en juillet. Le classement mondial pareil, ça y est, il est là et on l'attend toujours avec impatience parce que c'est là où on voit que soit dans le top français qui nous intéresse aussi, ou le top mondial, on voit les nouveaux joueurs qui font parler d'eux, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ici, on va commenter ce classement mondial en premier, peut-être, oui. Avec en première position une énorme surprise. Une énorme surprise, et oui, puisque depuis 15 ans, c'est toujours le même. C'est Garry Kasparov,
toujours premier. Je crois qu'il a perdu 1 ou 2 points. Il a perdu 2 points. Il Ouais. a perdu 2 points. Il n'est plus qu'à 2849. Même en gagnant tous ses tournois, mais parce qu'il Ouais. a fait tellement de résultats extraordinaires que pour qu'il gagne des points maintenant, puisqu'il a 2849, c'est un record historique. Record totalement historique. Ça n'a jamais jamais eu lieu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que derrière tous les joueurs, on va en parler, mais tous les joueurs derrière sont en dessous du record de Fischer, qui tenait depuis 72. 2780 ou 95, je crois, ou 90. Alors, je ne sais pas. 85, c'était 85. Pour moi, les lots de Fischer n'a jamais été publié. Si, pour moi, 2785. Fischer n'a jamais eu des lots. En tout cas, c'était 2785 les lots de Fischer en 72. D'accord. Mais aucun des joueurs ne rattrape les lots historiques de Fischer, qui n'avait pas été battu pendant 20 ans. Il n'y a que Kasparov qui l'a battu, mais il l'a carrément défoncé. Il l'a pulvérisé. Voilà, 2849, ouais. c'est de la boucherie. Puisque le deuxième mondial, c'est donc Vladimir Kramnik qui est passé devant Viswanathan Anand. Une petite surprise entre guillemets, puisqu'on pouvait s'y attendre après le tournoi Linares. Oui, les deux joueurs continuent à se tenir quand même d'assez près. Kramnik fait plus 12, une belle progression, et donc se retrouve deuxième, mais à 2770, c'est-à-dire pas loin de 80 points derrière Kasparov. C'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. 80 points, il faut savoir que c'est terrible quoi, comme différence. 2 joueurs à 100 points d'élo de différence, il n'y a pas de match. Quoi. Et oui, 80 points, c'est la différence entre le deuxième et le 100e mondial. Ouais. C'est pour dire. Ouais. C'est vraiment une différence tout à fait énorme. Donc Garry Kasparov, toujours impressionnant, mais enfin bon, ça ne sert plus à rien de le commenter puisqu'il est toujours là avec le même classement. Donc Garry Kasparov toujours premier, Kramnik deuxième maintenant, passe devant à 2770, alors, devant contre, le 3. C'est bien parce que ça justifie le match Kasparov-Kramnik, plus que si Kramnik était troisième. Oui, enfin ce qu'il faudrait vraiment pour justifier un match Kasparov-Kramnik, c'est encore la fameuse dérive vers ces championnats du monde qui nous guette. Pour éviter, pour justifier le challenger de Kasparov, il faudrait organiser des matchs, un circuit complet. En tout cas, quelque chose qui ressemble à quelque chose. C'est vrai. En tout cas, Anand ne perd qu'une place, troisième avec 2762. Alors, ça fait du bien de ne pas avoir un Russe dans les premiers parce qu'il est indien. Parce qu'à la quatrième, on retrouve un Russe. Oui, on retrouve Morozevich à 2756 qui gagne encore 8 points Elo. Donc Morozevich qui a fait une performance en demi-teinte, enfin une bonne performance à Sarajevo. Qui gagne encore des points. Je crois qu'il a gagné des parties en équipe. C'est ça qui lui a valu cette augmentation de points. Il est terrible ce Morozevich finalement. Il est très fort puisque 2756, il est seulement à 6 points d'Anand. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il se rapproche vraiment de la troisième place mondiale. Il faut se rappeler que Morozevich, c'était la grosse surprise de l'année dernière. On n'avait jamais entendu parler quasiment. Il avait fait d'excellents résultats en Espagne, beaucoup d'Open. On avait parlé de sa victoire à Pampelune, où il a fait un résultat fabuleux. Je crois qu'il avait fait 9 sur 9 ou quelque chose comme ça. Oui, il a fait un résultat canon. Ouais, et il se retrouve maintenant à confirmer largement, puisque depuis qu'il est dans le top 10, il n'en sort pas. Et non seulement il n'en sort pas, mais il gagne des places. Il gagne des places. Ouais. Il est dangereux, parce qu'en plus il est jeune, il a 23 ou 24 ans. Oui, plutôt 23. Ouais. Non, c'est un très, très, très beau joueur, très, très jeune. Donc qui évidemment a encore une marge de progression très élevée, donc peut-être un successeur. Peut-être un successeur. On parle beaucoup de Kramnik, Anand, Leko, Shirov un peu moins parce qu'il est déjà un peu plus âgé, mais Morozevich, il est là et il avance. Morozevich tranquillement. Avance. Et 5e place, encore un mec qui avance. Encore quelqu'un qui avance. Alors lui, par contre, il a fait une excellente début de saison, un excellent, je crois qu'on peut dire. Il a fait un tournoi de Sarajevo fabuleux. Oui. Je crois qu'il est terminé second à une demi-point de Kasparov, à égalité avec Shirov qui perd le tournoi bêtement sur la fin. Et qui fait savoir que Kasparov fait un résultat incroyable à Sarajevo aussi. Il a gagné ses 3 dernières parties, enfin, un résultat positif incroyable. Et Adams a fait un très très bon résultat. Il faut rappeler aussi qu'il a gagné le Grand Prix de Bordeaux brillamment. Bordeaux, il a fait 4 sur 4 en équipe. 4 sur 4 en équipe. En équipe de France, enfin en équipe championnat de France par équipe. Donc il a fait un très bon résultat à Francfort aussi, puisqu'il termine premier avec plus 7, je crois. Oui, plus 7. C'est énorme. Donc Adams en super forme. Super Adams, donc qui pointe à la 5e place mondiale avec 2755, soit une progression de 40 points. C'est énorme. C'est énorme. À 40 points, on ne le voit jamais ça quasiment. Ça veut dire qu'il a fait une performance à peu près à 2850, je pense, ou quelque chose comme ça sur les parties qu'il a jouées. Et il a 1 point de Morozevich uniquement. 1 point de Morozevich, donc 4e. En fait, ils se tiennent, tous ces joueurs, il y a un paquet de joueurs qui se tiennent jusqu'à justement Peter Leko. C'est-à-dire qu'après Adams, en numéro 6, il y a Shirov qui a perdu quelques points, qui a perdu 5 points. Mais qui ne perd pas de place par contre. Donc 2746. Il reste stable à la 6e place. Reste stable, bon. 7, Peter Leko. Qui gagne un peu de points, qui gagne 18 points. Mais Peter Leko, donc voilà, le top 6 est là, c'est le tournoi de Linares. Et non, puisqu'à Linares. Non, il y avait Peter Leko à Linares. Là, il se retrouve, c'est Adams qui passe devant. Adams était 7e et Leko était devant Shirov. Donc c'est curieux, mais Leko perd des places en ayant gagné des points parce qu'Adams et Shirov vont gagner plus que lui. D'accord. Donc ici, enfin en tout cas, on a les 7 meilleurs joueurs mondiaux.
Ça, c'est une certitude. Ensuite, Ivanchuk, Topalov et, surprise, 10e place, Krasenkov qui passe au-dessus des 2700. Krasenkov, moi je ne connaissais pas. Hein. C'est un joueur polonais qui n'est pas connu effectivement dans le sud de la France. Alors, on peut parler de demi-surprise, hein, parce que c'est que... Bon, voilà. Dans le top 10, enfin, en tout cas, on n'avait pas l'habitude de le voir là. Quoi. En tout cas, parmi les joueurs d'échecs, Krasenkov est extrêmement respecté puisque c'est un vraiment très très bon joueur, un excellent théoricien, avec des nerfs assez solides. Il avait battu Anand dans une très belle partie. Il a déjà fait une forte progression Elo, ce qu'il avait propulsé dans un super tournoi où il avait fait une belle prestation. En tout cas, il prend la place de Bariev. Hein. C'est Bariev qui était dans le top 10. Hein. Et donc, on remarque que notre ami Karpov ne revient plus. Ah ben non, mais je crois que là, Anatoly Karpov... Il est fini. Bon, il n'est pas fini. Il a fait deuxième au tournoi au Japfa Classique, derrière Judith Polgar. Il a fait un bon tournoi. Bon, mais c'est clair qu'il est plus aussi combatif qu'avant. Mais bon, sur un match, il reste extrêmement fort. Donc Anatoly, si tu nous regardes, autant pour nous. Anatoly. Voilà. Les Français peut-être maintenant un petit peu. Oui, alors les Français, évidemment, le classement français, avec la première classe du classement français, mais il n'est pas français, mais comme il vit en France, il est classé en France, c'est Vladislav Tkachev qu'on a vu à Bordeaux. Hein, d'ailleurs, on va trouver pas mal de joueurs qui ont joué à Bordeaux, puisqu'en deuxième, on trouve derrière Tkachev, Joël Lautier aussi, qui avait joué à Bordeaux. Avec des élos respectifs donc de 2657 et 2648, ce qui les place dans les 30 meilleurs joueurs mondiaux, 30-40. Tkachev qui a perdu des points malheureusement, puisqu'il a perdu 13 points. Donc ça, c'est pas suite à ces matchs. Il avait un peu craqué en championnat de France par équipe. Ça lui a coûté cher. La dernière phase, il a perdu 2 parties de suite. Et hop, ça ne pardonne pas quand on a 2670 en tout cas. Donc Tkachev perd quelques points, Lautier en gagne 16. Ensuite, notre petit Français Étienne. Étienne gagne des points, parce qu'il était un peu en dessous de 2006. Oui, et ça y est, il passe, 19. Je crois qu'il est au-dessus. Donc c'est la première fois, c'est historique. Il passe au-dessus des 2600, c'est historique, effectivement. C'est historique. Il faut rappeler qu'Étienne n'a que 17 ans. Hein, donc on peut supposer que s'il continue sur cette trajectoire, dans 3 ans, 4 ans, il peut arriver dans les 20 meilleurs mondiaux, voire dans les 10 s'il fait un palier supplémentaire. Ouais, là, il y a encore une étape à franchir quand on voit le niveau des joueurs. Et malheureusement, Étienne, pour l'instant, n'est pas assez fort. Alors ce qu'on peut noter, on retrouve Dorfman derrière Sokolov, ça c'est des immigrés russes, qui sont français maintenant. D'ailleurs, on peut noter Andrei Sokolov est naturalisé français depuis pas longtemps. Oui, tout à fait. Oui. Par contre, le premier français, disons, de culture française, de culture échiquienne française, c'est Christian Bauer qui fait un score impressionnant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Français à ce niveau-là. Derrière, 2562. 2562, oui, effectivement. On avait eu Jean-Marc Degrave qui était arrivé à 2580, mais ça n'avait pas duré. Christian Bauer arrive à 2562, mais ça a l'air d'être un classement qui lui va bien. Je pense qu'il a vraiment progressé beaucoup. Il a été qualifié pour Las Vegas, il a fait un bon tournoi. Je crois qu'il a perdu contre Peter Leko au deuxième tour, d'ailleurs, donc c'est pas mal. Il avait gagné le zonal avant. Il avait gagné le zonal, et puis actuellement, il fait le championnat d'Europe, je crois, individuel. Ça sera le prochain sujet de notre actualité. Il se débrouille pas mal. Après, on trouve Spassky, qu'on a eu le plaisir de voir au tournoi du Sénat, qui est toujours là. Bon, mais il ne joue plus, Boris, mais il garde son classement. Oui, tout à fait. Non, mais les autres joueurs n'ont à peu près, en gros, pas bougé. La grosse surprise au niveau français, c'est Christian Bauer et Bacro qui passent au-dessus des 2600. Pas uniquement, je crois que Laurent Fressinet aussi est impressionnant, parce qu'il passe au-dessus de 2005. Il avait déjà plus de 2005. Il avait déjà, mais là, 2136, il confirme, il progresse. Donc on peut dire que maintenant, il a le niveau d'un grand maître. Il ne manque plus qu'à faire les normes pour devenir grand maître. Oui. Et donc, en tout cas, ça fait plaisir de voir que notre vice-champion du monde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est quand même vice-champion du monde cadet, confirme et donc progresse tranquillement. Il fait son bonhomme de chemin, quoi. Oui. Donc là, on va retrouver nos Français dans notre deuxième sujet de CNews. C'est le tournoi, le championnat d'Europe individuel, qui a lieu en Italie, à Saint-Vincent, dans le Val d'Aoste, si je ne me trompe pas. Donc, rapidement, en bref, pour terminer cette émission, en tête après 3 rondes, Kirill Georgiev. Bon, c'est très très fort, c'est un tournoi extrêmement fort. Il y a Pavel Tregoubov. Il faut savoir que les 2 premiers sont qualifiés pour le prochain championnat du monde de la fédération, qui aura lieu en 2 parties à New Delhi et à Téhéran, d'après ce qui est annoncé en tout cas, en fin d'année. Donc les 2 premiers de ce championnat d'Europe sont qualifiés directement. Mais on peut se qualifier par d'autres façons. Il y aura un zonal, il y aura un tournoi de qualification spécial. Voilà. Donc Georgiev premier, Tregoubov deuxième. Galkin, le russe qu'on avait vu à Lausanne, c'était l'ancien champion du monde junior, ou peut-être même le champion du monde junior en titre. Galkin, 3e place pour l'instant. Krasenkov, la grosse progression avec 2702 au classement, donc il y a 2,5 points sur 3. Ouais. Et les Français, donc Christian Bauer, 2,5 points sur 3 également, donc il est en tête des Français. Laurent Fressinet, 2 points, bof, pas terrible. Alberto David, qui est luxembourgeois, mais qu'on considère comme un Français puisqu'il habite en France depuis très longtemps, 2 points également. Et Cyril Marcelin, qui a fait une norme de grand maître. Qu'on a reçu une fois à Diagonale. Qu'on a reçu à Diagonale, on peut le trouver dans les différés. Cyril Marcelin,
1,5 point, qui a perdu contre Sveshnikov, le grand maître russe. Donc voilà nos 3 Français, Bauer, Fressinet, Marcelin, des jeunes. C'est une sélection française assez jeune qui va là-bas. Donc affaire à suivre. De toute façon, compte rendu, non pas la semaine prochaine, puisque je crois qu'il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, mais une émission dans 2 semaines avec un spécial Dortmund. Spécial Dortmund, oui, puisque la semaine prochaine, c'est malheureusement notre fête nationale. Voilà, par contre, spécial Dortmund avec un reportage donc en direct de Dortmund fait par Éloi et Jean-Luc Chabanon. Jean-Luc Chabanon, qui sera là, donc pour en finir, qui sera là pour la leçon lundi, c'est-à-dire dans 3 jours, lundi 10 au matin, qui sera là et qui commentera une partie, donc très positionnellement, avec son style habituel. Voilà, Jean-Luc Chabanon. Merci de nous avoir suivis. Ouais, merci de nous avoir suivis et donc à dans 15 jours.